Si tu veux t'enrichir, tu es obligé de passer par... Tu dois avoir comme partenaire la banque. Oui, tu dois avoir comme partenaire la banque et utiliser dans l'effet de levier pour faire exploser ton patrimoine financier. Et lorsque tu utilises cet effet, donc ça te permet d'augmenter, n'est-ce pas, ton rendement des capitaux propres. Et le rendement des capitaux propres est un paramètre qui détermine donc ton retour sur investissement. C'est hyper important. Généralement, je conseille généralement dans la plupart des cas, lorsque quelqu'un veut investir dans l'immobilier, je conseille généralement de demander un financement à 100% à la banque et de financer soi-même les frais supplémentaires pour l'acquisition. C'est hyper intéressant. Là, voilà, le risque est également réduit parce qu'il y a certaines personnes, voilà, qui veulent acheter des biens immobiliers qui ne veulent même pas avoir d'apport personnel. Et dans ce cas, la banque, très peu de banques vont vouloir t'accompagner. Et quand très peu de banques t'accompagnent, c'est comme ça que voilà, les taux d'intérêt seront également un peu plus élevés. Donc, il est préférable de venir au moins avec les frais supplémentaires pour l'acquisition comme apport personnel et la banque finance dans le bien, le prix d'achat du bien. Là, ça devient intéressant. Oui, le rendement des capitaux propres n'est pas élevé comme si tu n'avais pas d'apport personnel. Parce que lorsque tu n'as pas d'apport personnel, et si on considère la formule n'est-ce pas, du rendement des capitaux propres qui est égal à ton bénéfice global divisé par ton apport personnel. Si l'apport personnel tend vers 0, alors ce rapport-là tend vers l'infini. Donc, ton rendement des capitaux propres tend vers l'infini. Et qui parle de rendement très élevé parle également de risque très élevé. C'est pour ça que la banque, dans ce genre de cas, n'est-ce pas, puisque tu n'as pas d'apport personnel, la banque donc va te taxer ça et les taux d'intérêt sont généralement un peu plus élevés. Et en plus de ça, très peu de banques vont vouloir t'accompagner. Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces quatre thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus ça, tu as activé la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'ai apporté les 8 piliers de l'investissement immobilier. Cette vidéo est destinée à ceux qui hésitent encore de se lancer dans l'immobilier, surtout pour ceux qui vivent en Allemagne ou alors en Europe, ayant une bonne solvabilité parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité financière d'acheter un bien immobilier. Ce n'est pas tout le monde qui a la solvabilité qu'il faut pour investir dans l'immobilier. En tout cas, je t'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui les 8 piliers de l'investissement immobilier. Ces 8 piliers résument en fait les avantages de l'investissement immobilier. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais aborder dans la vidéo d'aujourd'hui les 8 piliers de l'investissement immobilier. Ces 8 piliers résument tout simplement les avantages de l'investissement immobilier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inconvénients. L'investissement immobilier présente également des inconvénients. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parcourir les 8 piliers de l'investissement immobilier. Le premier pilier de l'investissement immobilier, ce sont les revenus locatifs. Ce que tu dois savoir, c'est que l'investissement immobilier est un peu considéré comme une entreprise. Ça veut dire que si tu as un bien immobilier, il faut savoir que tu as une entreprise. Donc, il ne faut pas prendre cet investissement à la légère. Et l'investissement immobilier n'est pas seulement les bâtiments que tu vois. Il y a toute une structure derrière. Il y a beaucoup de domaines qui entrent en synergie pour qu'un investissement immobilier fonctionne. En tout cas, les revenus locatifs sont hyper importants pour ton investissement immobilier. Les revenus locatifs sont un peu comme le chiffre d'affaires d'une entreprise. Sans les revenus locatifs, tu ne peux pas payer par exemple la mensualité à la banque. Tu ne peux pas payer les charges du bailleur. Tu ne peux pas payer l'entretien de ton bien. En fait, l'investissement immobilier ne peut
fonctionner que s'il y a des revenus locatifs. C'est pour ça que lorsque tu achètes un bien immobilier et que tu n'as pas de locataire à l'intérieur, ou alors tu tombes sur un locataire qui n'arrive pas à payer le loyer, tu as des sérieux problèmes parce que tu dois payer, n'est-ce pas, la mensualité à la banque, tu dois payer les frais de copropriété, tu dois entretenir le bien et tout ça, tu payes ça de tes propres poches. C'est hyper dangereux. Donc, les revenus locatifs, c'est l'une des choses les plus importantes pour l'investissement immobilier. Le deuxième pilier de l'investissement immobilier, c'est le capital étranger. Quand on parle de capital étranger, on pense directement à la banque, mais ce n'est pas seulement la banque qui peut mettre l'argent à ta disposition. Tu peux également prendre le crédit auprès du vendeur. Un membre de la famille peut, par exemple, t'emprunter de l'argent pour que tu achètes un bien immobilier. Mais je te déconseille d'acheter un bien immobilier locatif en payant comptant. Parce que lorsque tu achètes un bien immobilier en payant comptant, tu ne profites pas de l'effet de levier. Et il y a certains avantages fiscaux que tu vas perdre lorsque tu achètes le bien immobilier en payant comptant. Donc, ce que je fais, c'est que je conseille généralement les personnes que j'accompagne généralement d'endosser au moins 10 à 20% du prix d'achat plus les frais supplémentaires pour l'acquisition. Les banques mettre l'argent à ta disposition. Lorsque tu as une bonne solvabilité, la banque t'accompagne. Généralement, la banque peut même financer le prix d'achat, financer également même les frais supplémentaires pour l'acquisition. Et quand je parle de frais supplémentaires pour l'acquisition aussi, je parle des frais du notaire, je parle des frais de l'agent immobilier, je parle de la taxe sur la mutation foncière, parce que lorsque tu achètes un bien immobilier, tu dois payer également la taxe sur la mutation foncière et également les frais de cadastre. Donc, généralement, les frais supplémentaires pour l'acquisition varient entre 10 et 15% du prix d'achat. Donc, plusieurs banques exigent que tu endosses les frais supplémentaires pour l'acquisition, donc on sera à peu près à 12%. Et d'autres banques exigent que tu apportes également 5 à 10% du prix d'achat. Ça veut dire que tu seras à peu près à 22%, n'est-ce pas, du prix d'achat, 22%, et le reste dont la banque finance. Avec cette stratégie-là, avec ce type de financement, tu profites de l'effet de levier. Donc, tu viens avec 22 000 euros et tu parviens à dégager un financement de 100 000 euros si le bien immobilier coûtait 100 000 euros. Là, tu vas profiter également de certains avantages fiscaux et en plus de ça, tu augmentes ton rendement de capitaux propres. Donc, ce qui fait que c'est pas intelligent d'acheter un bien immobilier locatif, n'est-ce pas, en payant comptant. Et en plus de ça, lorsque tu achètes un bien immobilier locatif, n'est-ce pas, le locataire te paye le loyer tous les mois. Et tu prends ce loyer-là, c'est avec ça que tu rembourses la mensualité. Et quand je parle de mensualité, quand je parle de mensualité ici, je parle d'intérêt, je parle de remboursement. Donc, oui, je te conseille d'acheter le bien immobilier en utilisant le levier de la banque. Tu vas prendre un crédit et il y a une mensualité que tu vas payer. Tu reçois les revenus locatifs, tu reçois le loyer maintenant pour rembourser ta dette sans problème. C'est comme ça que la plupart des investisseurs immobiliers fonctionnent. Donc, ça, c'était le deuxième pilier de l'investissement immobilier. Le troisième pilier de l'investissement immobilier, ce sont les avantages fiscaux. C'est un pilier extrêmement important et que beaucoup d'investisseurs immobiliers ne tiennent pas compte. OK? Avant d'investir dans un bien immobilier, avant de te lancer à acheter un bien immobilier, tu dois comprendre la fiscalité immobilière. C'est très important parce que si tu ne comprends pas la fiscalité immobilière, tu vas perdre beaucoup d'argent. Lorsque tu te lances dans l'investissement immobilier et que tu maîtrises la fiscalité, même dès la signature du contrat de vente chez le notaire, il y a déjà certaines mentions que tu dois faire dans le certificat de vente pour pouvoir profiter des avantages fiscaux. L'État a en fait la responsabilité de mettre les logements à la disposition des citoyens. Donc, si toi, un citoyen normal, n'est-ce pas, tu parviens à mettre les logements, n'est-ce pas, à la disposition des autres citoyens comme toi, alors l'État donc te subventionne, l'État t'accorde ces avantages fiscaux-là. Et quand on parle d'avantages fiscaux, on parle par exemple des intérêts. Donc, les intérêts que tu paies à la banque tous les mois, tu peux tenir compte de ça lors de ta déclaration d'impôt. Avec ça, tu peux réduire ta charge fiscale. Comme deuxième avantage fiscal, il y a par exemple la modernisation. Lorsque tu achètes un bien immobilier qui nécessite une rénovation, tu modernises le bien. Si tu fais bien tes calculs, tu respectes la limite de 15%, alors la même année, l'administration fiscale te restitue une bonne partie de ce que tu as investi pour moderniser. Tu as pris l'argent à la banque pour moderniser le bien et la même année, en fin d'année, lorsque tu fais ta déclaration d'impôt, tu tiens compte des frais de modernisation pour réduire ta charge fiscale. Et attention, si tu as dépensé 10 000 euros, l'administration fiscale ne va pas te rembourser 10 000 euros. Il faut tenir compte de ton imposition fiscale. Donc, si tu as des revenus
ton salaire normalement de ta profession, même de ton job, plus tes revenus locatifs. Si tu es déjà au-delà de 70 000 euros, tu seras à peu près dans les 42% en termes de taux d'imposition. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as investi 10 000 euros pour moderniser et que tu as respecté la limite de 15% là, l'administration fiscale en fin d'année te rembourse donc 42% des 10 000 euros que tu as investi pour la modernisation, ce qui va faire 4 200 euros. Et quand je parle de 15%, de la limite de 15%, en fait, la législation allemande stipule que si tu achètes un bien immobilier, tu n'as pas le droit, les 3 premières années après avoir acheté le bien immobilier, tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, d'investir pour la modernisation plus de 15% de la valeur du bâtiment. Donc, si tu es si tu es au-dessus, si tu franchis cette limite-là, l'administration fiscale va te restituer ce que tu as dépensé pour la modernisation pendant 40 ans, chaque année, 2% pendant 40 ans, pendant 50 ans ou bien 2,5% pendant 40 ans en fonction de l'année de construction de ce bâtiment-là. Mais si tu respectes ces limites et tu es en dessous de cette limite, l'administration fiscale te restitue donc 42% de tout ce que tu as investi pour moderniser ton bien. Donc ça, c'était le 3e pilier de l'investissement immobilier. Le 4e pilier de l'investissement immobilier, c'est l'inflation. Lorsque tu investis dans l'immobilier, l'inflation travaille en fait pour toi. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, tu as acheté un bien immobilier, tu as mis en location, tu reçois les loyers. À cause de l'inflation, le loyer augmente. Et quand le loyer augmente de manière automatique, ta rentabilité augmente. Et quand ta rentabilité augmente de manière automatique, la valeur de ton bien augmente. Donc, en plus de ça, lorsque tu prends un crédit pour acheter un bien immobilier, l'inflation dévore carrément ta dette. Par exemple, tu prends un crédit de 100 000 euros aujourd'hui pour acheter un bien immobilier que tu vas rembourser dans 30 ans. Dans 30 ans, tu vas rembourser 100 000 euros. OK, la même valeur de 100 000 euros. Mais le problème, c'est que dans 30 ans, 100 000 euros que tu as, 100 000 euros aujourd'hui n'a pas une valeur de 100 000 euros dans 30 ans. Si on considère 3% taux d'inflation par an, 100 000 euros aujourd'hui n'a qu'une valeur de 40 000 euros dans 30 ans. Donc, ça veut dire qu'à cause de l'inflation, tu fais un bénéfice de 60 000 euros. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en prenant le crédit aujourd'hui pour investir dans l'immobilier aujourd'hui, l'inflation dévore en fait ta dette. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de ne pas laisser l'argent dans un compte bancaire, de plutôt utiliser cet argent-là, n'est-ce pas, pour investir, comme par exemple dans l'immobilier. Il y a plusieurs types d'investissements, il y a plusieurs types de placements financiers, mais laisser l'argent dans le compte, c'est dangereux parce que l'argent que tu vas laisser dans le compte, l'inflation va dévorer carrément cet argent-là. Ça, c'était le 4e pilier de l'investissement immobilier. Le 5e pilier de l'investissement immobilier, c'est le rendement des capitaux propres qui est élevé. Il n'y a pas plusieurs types de placements, il n'y a pas plusieurs types de placements financiers où la banque peut t'accompagner comme l'investissement immobilier. Avec l'investissement immobilier, tu peux atteindre un rendement de capitaux propres très, très élevé. Quand je parle de rendement de capitaux propres ici, c'est le rapport entre ton bénéfice global divisé par ce que tu as injecté comme apport personnel dans l'investissement. Je vais prendre un exemple simple. Tu as acheté un bien immobilier qui coûte 100 000 euros. Tu as une annuité. Quand je dis annuité, les intérêts plus le remboursement de 6%, 4% des intérêts, 2% le taux de remboursement. OK, ça fait 6%. Le bien a coûté 100 000 euros. Ça veut dire que tu dois payer à la banque chaque année 6 000 euros. Le loyer pour ce bien, par exemple, c'est disons 600 euros. Fois 12, tu as 7 200 euros. Donc, tu as 7 200 euros de revenus locatifs annuels. Voilà. Comment tu vas faire pour calculer ton cash flow? Parce que pour calculer ton rendement de capitaux propres, tu as besoin du remboursement, tu as besoin du cash flow et tu as besoin de ton apport personnel. Le bien a coûté 100 000 euros. L'apport personnel, on va supposer que c'est 10% du prix d'achat. 10% de 100 000 euros, on sera donc à 10 000 euros. Maintenant, quel est ton cash flow? Ton cash flow, ce sont tes revenus locatifs que tu vas soustraire, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les charges locatives du bailleur, parce qu'il y a les charges locatives du locataire, il y a les charges locatives du bailleur. La somme des deux donne ce qu'on appelle les frais de copropriété. On va supposer que par an, pour cet appartement, tu dépenses 1 500 euros pour les frais, pour les charges locatives, donc 1 500 euros. On a parlé de 6% comme annuité, 6% de 100 000 euros, on a 6 000 euros. Donc, lorsqu'on fait ce calcul, on tient compte du loyer qui est 7 200 euros, on tient compte de l'annuité 6 000 euros, ça fait 7 200 euros moins 6 000 euros. Et puis,
tu dois enlever également 1500 € qui sont les charges locatives du bailleur. Maintenant, tu dois ajouter le remboursement parce que le remboursement est considéré comme ton bénéfice en fait. Le remboursement, tu payes certes une mensualité à la banque, mais dans la mensualité, il y a une partie qui est pour le remboursement et une partie qui est pour les intérêts. Quand j'ai dit 4% et 2%, 4% c'est les intérêts, 2% c'est le remboursement. Les 2% là, c'est vrai, tu payes à la banque, mais en fait, c'est ton argent. C'est ça qui rembourse la dette. Donc, on considère ça comme un cash flow, mais qui est caché derrière, qui est inclus, n'est-ce pas, dans la mensualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on considère 2% remboursement, 6% l'annuité, et puis, 1500 €, on a dit, c'est ce que tu dépenses par an pour les charges locatives du bailleur. Et les revenus locatifs annuels, c'est 7200 €. Lorsqu'on fait tout ce calcul, on tombe sur, ça serait égal à 1700 € quand tu fais toutes ces différences-là. On a dit, l'apport personnel, c'est 10 000 €. Tu fais donc 1700 € que tu divises par 10 000 €, on tombe à peu près à 17%. On est à 17%, n'est-ce pas, de rendement des capitaux propres. Ça veut dire quoi? Tu as besoin d'à peu près 6 ans pour, n'est-ce pas, pour ton retour sur investissement. Donc, après 6 ans, tu récupères l'argent que tu as injecté dans l'investissement, c'est-à-dire, après 6 ans, tu récupères tes 10 000 € que tu as investis pour acheter ce bien-là. C'est ça qui rend l'investissement immobilier intéressant. Donc, pour que ce soit possible, il faut que tu utilises le levier de la banque, c'est-à-dire que tu vas, avec un petit montant, tu vas dégager un costaud financement. Dans notre cas, on était à 12 000 € ou alors 10 000 € et tu parviens à acheter un bien immobilier à 100 000 €. Donc, avec 10 000 €, tu as dégagé un financement de 100 000 €. Ça, c'est ce qui rend l'investissement immobilier intéressant. Donc, ça, c'était le 5e pilier de l'investissement immobilier. Le 6e pilier de l'investissement immobilier, c'est l'augmentation de la valeur. Déjà, il y a une augmentation de la valeur naturelle due à l'inflation. À cause de l'inflation, déjà, il faut savoir que ton loyer augmente. Et en dehors de ça, chaque 3 ans, tu as le droit d'augmenter ton loyer de 15 jusqu'à 20%. Ça veut dire que quoi? Si ton loyer si le loyer c'était 600 €, après 3 ans, tu peux augmenter de 20%. C'est-à-dire que 20% de 600 €, on est dans les 20% de 600 €, on est à 120 €. Donc, tu peux augmenter ton loyer à 720 €, ok? Et quand tu augmentes ton loyer, tu augmentes de manière automatique ta rentabilité. Et lorsque tu augmentes ta rentabilité, tu augmentes la valeur de ton bien de manière automatique. Donc, et en dehors de ça, lorsque par exemple, tu achètes un immeuble, disons, de 4 appartements, tu as observé l'immeuble, tu as identifié le potentiel que cet immeuble a. Par exemple, tu as acheté un immeuble de 4 appartements, n'est-ce pas, qui n'a pas de balcon. Mais les salles de bain ne sont pas waouh, il y a la possibilité de moderniser ça les prochaines années, puisque tu ne dois pas déborder 15% de la valeur de ton bien, de ton bâtiment les 3 premières années. Tu attends 3 ans et puis tu peux l'engager maintenant avec la modernisation. Tu peux donc construire les balcons, et lorsque tu construis les balcons, tu augmentes la superficie de ton bien et tu peux également moderniser les douches. Et lorsque tu modernises les douches, tu peux donc de manière automatique, tu augmentes le loyer. Et lorsque tu augmentes le loyer, tu augmentes également le rendement. Et lorsque tu augmentes le rendement, c'est comme ça que la valeur de ton bien augmente aussi. Et tout ceci n'est que possible avec l'investissement immobilier parce que tu peux identifier où est-ce que tu peux optimiser ton investissement pour augmenter la valeur. Donc ça, c'était le 6e pilier de l'investissement immobilier. 7e pilier de l'investissement immobilier, la constitution de ton patrimoine. Avec l'investissement immobilier, tu peux faire grandir ton patrimoine financier de manière exponentielle. Si tu es un investisseur intelligent qui sait ce qu'il fait, tu peux t'arranger à acheter au moins un bien immobilier chaque année. Et tu peux également t'arranger à ce que chaque fin d'année, que tu aies une restitution fiscale lorsque tu sais bien ce que tu fais. Alors, et lorsque tu reçois donc ces restitutions fiscales-là, ça te permet d'acquérir d'autres biens. Et de cette manière, tu fais grandir ton patrimoine financier de manière exponentielle parce que la restitution fiscale que tu obtiens chaque année, tu n'as pas vraiment besoin de ça pour vivre. Tu as ton job que tu as en parallèle et tout. Donc oui, de cette façon, tu peux faire grandir ton patrimoine financier de manière exponentielle. Je vais prendre un exemple simple. Voilà, tu as trouvé un bien immobilier quelque part qui est intéressant. Le bien immobilier coûte 100 000 €. Avant d'acheter ce bien immobilier, tu as ta stratégie. Tu veux vendre ça, disons, dans 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce que dans 10 ans, tu as le droit de vendre ce bien immobilier et tu ne paies pas d'impôt sur le bénéfice. Et en plus de ça, quelle que soit la période de taux fixe que tu as signé avec la banque,
tu peux sortir de ce crédit après 10 ans sans toutefois payer les dommages, n'est-ce pas, de remboursement anticipé. Donc oui, tu achètes ce bien immobilier à 100 000 euros et tu négocies un taux de remboursement de 2% avec la banque. OK, les 2% là, après 10 ans, tu as remboursé à peu près 25%. 25% donc, de ce crédit-là. Donc, après 10 ans, tu as une dette restante de 75 000 euros. OK? Maintenant, si on suppose que chaque année, la valeur de ton bien augmente de 2%, ça veut dire qu'après 10 ans, la valeur de ton bien a augmenté de 20%. Donc, ça veut dire quoi? Si je veux revendre ça, si tu revends ce bien après 10 ans, le bien a une valeur normalement de 120 000 euros. Puisqu'il y a eu une augmentation de 20%. Tu revends à 100 000 euros, mais tu as une dette restante de 75 000 euros. Lorsque tu fais la différence, tu as un bénéfice de 45 000 euros. Tu ne vas pas payer les impôts et tu ne vas pas payer les dommages de remboursement anticipé. Tu rembourses dans la dette restante de 75 000 euros et tu conserves 45 000 euros donc, comme bénéfice. 45 000 euros, tu as conservé ce bien pendant 10 ans. Si tu divises maintenant 45 000 euros par 10, ça veut dire que chaque année pour ce bien, tu as gagné 4 500 euros. C'est vrai, ce n'est qu'après 10 ans que tu as accès à cet argent-là. Mais si on fait un calcul retour, on prend les 45 000 euros, on divise par 10 ans, ça va faire que tu gagnes en fait 4 500 euros par an. Maintenant, 4 500 euros, si on divise maintenant par 12 mois, on est à peu près dans les 450 euros, 400 euros que tu as comme bénéfice par mois. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut tout simplement dire qu'à cause de ce bien, tu t'enrichissais chaque mois de 400 euros. C'est ce que ça signifie. Il n'y a qu'avec l'investissement immobilier que tu peux faire ce genre de chiffres. Donc oui, avec l'investissement immobilier, tu peux faire grandir ton patrimoine financier de manière exponentielle. Ce n'est pas un hasard que la plupart des millionnaires, multimillionnaires, milliardaires ont toujours des costauds investissements immobiliers dans leur portefeuille. Ça, c'était le 7e pilier de l'investissement immobilier. Le 8e pilier de l'investissement immobilier, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? Je vais expliquer ça de manière simple. Tu déposes un tout petit montant sur la table, tu présentes ça à la banque et la banque étudie ta solvabilité et te donne la possibilité, n'est-ce pas, de soulever, de dégager un costaud financement. Un cas simple, tu as trouvé un bien immobilier, la banque te demande de venir avec les frais supplémentaires pour l'acquisition qui s'élèvent, disons, à 12% du prix d'achat du bien, c'est-à-dire 12% de 100 000 euros. Tu es à 12 000 euros. La banque te demande de venir avec les 12 000 euros, mais finance ton bien à hauteur de 100 000 euros. Cet effet-là, on appelle ça l'effet de levier. Donc, avec un petit montant, je parviens à dégager un costaud financement. Ce n'est que comme ça. Ça, c'est le secret de l'enrichissement. Si tu veux t'enrichir, tu es obligé de passer par... Tu dois avoir comme partenaire la banque. Oui, tu dois avoir comme partenaire la banque et utiliser dans l'effet de levier pour faire exploser ton patrimoine financier. Et lorsque tu utilises cet effet, donc ça te permet d'augmenter, n'est-ce pas, ton rendement des capitaux propres. Et le rendement des capitaux propres est un paramètre qui détermine donc ton retour sur investissement. C'est hyper important. Généralement, je conseille dans la plupart des cas, lorsque quelqu'un veut investir dans l'immobilier, je conseille généralement de demander un financement à 100% à la banque et de financer soi-même les frais supplémentaires pour l'acquisition. C'est hyper intéressant. Là, le risque est également réduit parce qu'il y a certaines personnes qui veulent acheter des biens immobiliers qui ne veulent même pas avoir d'apport personnel. Et dans ce cas, très peu de banques vont vouloir t'accompagner. Et quand très peu de banques t'accompagnent, c'est comme ça que les taux d'intérêt seront également un peu plus élevés. Donc, il est préférable de venir au moins avec les frais supplémentaires pour l'acquisition comme apport personnel et la banque finance dans le bien, le prix d'achat du bien. Là, ça devient intéressant. Oui, le rendement des capitaux propres n'est pas élevé comme si tu n'avais pas d'apport personnel. Parce que lorsque tu n'as pas d'apport personnel, et si on considère la formule, n'est-ce pas, du rendement des capitaux propres qui est égal à ton bénéfice global divisé par ton apport personnel. Si l'apport personnel tend vers 0, alors ce rapport-là tend vers l'infini. Donc, ton rendement des capitaux propres tend vers l'infini. Et qui parle de rendement très élevé parle également de risque très élevé. C'est pour ça que la banque, dans ce genre de cas, n'est-ce pas, puisque tu n'as pas d'apport personnel, la banque donc va te taxer ça et les taux d'intérêt sont généralement un peu plus élevés et en plus de ça, très peu de banques vont vouloir
t'accompagner. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que la vidéo a été intéressante. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos ou alors si le contenu de cette chaîne t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.